déjà sous le poids de la vie chère à laquelle le gouvernement, selon plusieurs personnes, peine à trouver des solutions. Moi, j'ai envie d'abord d'écouter Bertrand Schneider pour ouvrir cette question de la taxe sur habitation. Vous êtes dans un pays où on sait que les taxes là-bas, c'est il faut les payer, sinon donc il faut comprendre aussi l'esprit des taxes, Justement. qui sert à construire les États. Oui, tout à fait. Hein. Et les taxes, les États-Unis vivent de ça. Même vous pouvez être, je ne sais pas, qui que ce soit, président de la République, quoi vous voulez, mais vous payez vos taxes. Vous ne payez pas vos taxes, vous allez en prison directement. Nous avons vu des milliardaires arrêtés, jetés en prison, des stars jetés en prison, des gens qui avaient de l'argent et qui ont voulu dribbler la RS. Bon. Le fisc, voilà. Et après, ils ont été rattrapés et la droite a été très amère pour eux. Donc, vraiment, les taxes, je suis pour. Et il faut quand même développer le pays. Il faut construire des routes, il faut des lampadaires, tout ça, je suis d'accord qu'il faut payer les taxes. Mais... Je voudrais qu'on en vienne au mais tout à l'heure. Je vais faire le tour de table. Zana Sadio, ce n'est pas vous qui serez contre les taxes. Non, pas du tout. D'autant plus que, comme vient de le dire M. Bertrand, c'est les taxes justement qui permettent de financer le train de vie de l'État. C'est les taxes qui permettent de financer une grande partie du budget de l'État, de financer ce qu'on appelle le mandat social. Vous avez déjà vu la grande part du budget de l'État de l'année. 46%, il me semble. Voilà, qui est réservé au social, c'est-à-dire tout ça là, c'est-à-dire l'État ne produit pas de l'argent, l'État ne fabrique pas de l'argent. C'est des ressources essentiellement composées des ressources, des recettes fiscales qui permettent de financer l'État. Ce qui fait la particularité de la taxe d'habitation, ce n'est pas une nouveauté. La taxe d'habitation existait déjà en 1998. Seulement, c'est certaines personnes, ceux qui étaient peut-être formellement organisés, qui payaient cette taxe. Maintenant, les choses, c'est-à-dire, je crois, à partir de 2019, déjà l'idée que j'ai commencé par germer en 2016, on a voulu l'implémenter, que cela soit vraiment effectif. Donc oui, c'est dans ce contexte-là. Et il faut rajouter que cette taxe-là n'est pas destinée à revenir à l'administration centrale de l'État. C'est une taxe qui va servir exclusivement au développement des collectivités territoriales, c'est-à-dire l'OTR va les collecter dans un premier temps, mais va les reverser à 100% aux communes pour servir à leur développement. Donc, si nous voulons le développement de nos communes, si nous voulons que ceux à qui nous avons donné mandat pour développer nos collectivités territoriales, si je veux parler des conseillers, des élus municipaux, il faut qu'on leur donne le moyen de pouvoir financer leurs projets. Donc c'est dans ce sens-là que vient cette taxe d'habitation qui, n'est-ce pas, à mon avis, ne vient pas, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est de l'argent, c'est de l'argent qui vient en moins par rapport aux revenus, mais lorsqu'en termes de proportion, quel est le coût? Quel est le coût réel de ça sur comment on appelle les revenus individuels? Quand on dit, par exemple, sans pour autant rentrer dans les détails, une pièce, quelqu'un qui vit dans une pièce va payer 2000 francs par an. Sur une facture d'électricité, qu'est-ce que ça vaut lorsqu'on divise ça par 12? Celui qui est peut-être dans un appartement de 2 pièces, il va payer combien? 6 000, etc., etc. Donc, moi, je pense que ce n'est pas trop méchant. Les montants ne sont pas vraiment exagérés. D'autant plus qu'il y a des exonérations de certaines couches qui sont jugées les plus défavorisées, notamment les retraités, ceux qui ont plus de 55 ans. Et encore que sur ce plan, moi, j'ai un bémol à rajouter. On va revenir dans les détails sur cela. Sylvestre, la même question pour vous. L'utilité des taxes ne se démontre plus aujourd'hui. Non, je crois que les taxes permettent donc à chaque pays de développer. Donc le pays, encore que dans le schéma donc, de l'OTR, c'est de reverser cela aux collectivités locales. Je crois que
c'est une très bonne chose. C'est vrai, l'idée était dans les tuyaux depuis maintenant avec l'OTE qui a voulu donc élargir la loi fiscale et qui veut l'implémenter donc à partir donc de cette année. Encore que, je le dis, c'est pas encore automatique puisque il faudrait quand même qu'un arrêté ministériel puisse définir les contours donc de comment est-ce que la population va payer cela, comment est-ce que tout cela. C'est vrai que c'est décidé que ce sera endossé donc à la facture de l'électricité. Maintenant, ceux qui n'ont pas donc l'électricité, ils vont le faire comment. Donc on doit définir tout cela là, la manière dont on doit payer cela. Oui, une chose donc est de payer donc ces taxes, mais sauf que je me dis aussi que vu du moins le niveau social d'aujourd'hui donc des populations, encore que le SMIC a décidé de ne plus monter. Ce SMIC-là qui est resté cloîtré et je pense que ça, fermé à 35 le ministre Bawara y a répondu. La question d'augmenter le SMIC ne relève pas exclusivement de l'État. Il faut des discussions avec les partenaires sociaux. Et donc justement, là, c'est peut-être la voix de sa cloche. oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, si cela ne relève pas de l'État, il faudrait également que l'État aussi puisse voir du côté de la population, encore que nous sommes dans une crise pandémique où au niveau donc des ménages, tout est pratiquement sur les rotules. Je vous apprends que il y a beaucoup donc de sociétés qui commencent déjà à fermer parce que la Covid a tellement eu des influences négatives donc sur leur bilan. Et beaucoup il y a même bon nombre qui sont donc en train donc de réfléchir sur comment déposer le bilan. Mais est-ce que c'est le moment est bien choisi pour cette tasse? C'est la question que je me pose depuis quelques jours sans avoir encore la réponse. D'accord. Maintenant qu'on a fait le tour de table et qu'on comprend que la taxe est très utile, Bertrand Schneider, je reviens au mais. Oui, mon maire allait un peu dans le sens de ce que Sylvestre a dit pour conclure. Actuellement, nous sommes dans une situation un peu difficile. C'est vrai que quand on fait les calculs, on peut se dire que le montant n'est pas si élevé que ça. 2 000 francs par an. 2 000 francs par an, mais pour nous qui sommes en ville, oui. Mais déjà, quand tu arrives à 35 km de Lomé, vers Thierry, en allant, je ne suis pas sûr qu'ils feront le même calcul comme ça. Vous voyez? Et or, c'est quelque chose qui va s'appliquer sur toute l'étendue du territoire. Alors, je pense que le pouvoir, surtout dans ce mandat social, que le chef de l'État essaie de faire, de pouvoir pouvait un peu attendre un peu, parce que... Mais jusqu'à quand? Mais oui, vous savez, c'est ça l'État. Ouais. L'État, c'est le bâton et la carotte. Vous voyez? Et c'est vrai qu'ils sont là, ils ont beaucoup de solutions devant eux. Mais ils peuvent faire des subventions. Je sais que l'État peut le faire. Si l'État veut très bien le faire, ils peuvent, ne serait-ce qu'attendre un tout petit peu encore et laisser des situations s'améliorer un peu. Et puis, pourquoi pas aller demander à la population de payer. Pour moi, c'est expliquer aux citoyens lambda le bien fondé de cette taxe d'habitation. Justement, là, vous avez anticipé, c'est une question que j'allais vous reposer quand vous faites votre développement. C'est que vous avez donné tout à l'heure l'exemple des États-Unis. On comprend que en Occident, on paye les taxes parce que les gens comprennent pourquoi il faut les payer et voient les résultats. Justement, c'est là où je venais. Là. Les taxes, par exemple, aux États-Unis, par exemple, j'habite dans l'État de Pennsylvanie et la ville même où je suis, c'est à Philadelphie. Alors, à Philadelphie, c'est une ville où la taxe d'habitation est vraiment élevée. Ok, c'est élevé, mais tu comprends. Il y a des aides de gauche à droite, quand les enfants sont malades, il y a l'école qui... Parce que là-bas, quand les enfants vont à l'école,
c'est l'État qui s'occupe de la restauration des enfants. Oui. Tout ça est pris en compte. Ça veut dire que tu revois les retombées des taxes que tu es en train de payer. Il y a l'électrification sur les routes. Voilà, il n'y a pas les dos de chameau, excusez-moi le terme, sur les routes où vous avez des problèmes avec vos voitures. Les nids de poules. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça. Il faut expliquer à la population. Mais depuis que on a commencé par parler des taxes d'habitation, j'ai essayé de discuter avec certains amis. Quand on est dans le quartier, on cause, ils ne comprennent pas en fait concrètement le tout ce que tout le monde dit, c'est on veut encore nous soutirer de l'argent, tout ça là, mais c'est important de payer la taxe. Mais dans le communiqué, j'ai lu que même les locataires de maisons doivent payer les taxes, ce qui n'est pas la même chose de l'autre côté. C'est le propriétaire de maison qui paie les taxes. Et à la fin de l'année, cela est déductible. Parce qu'à la fin de l'année, nous faisons des taxes return aux États-Unis. Mais ceci n'est pas le cas ici aussi. Donc c'est pourquoi je rejoignais Béni. Je disais qu'il y a beaucoup d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour permettre aux citoyens que lorsqu'ils paient ces taxes, ils soient à l'aise de les payer. Parce qu'à la fin de l'année, ils puissent faire tous ces inventaires et déduire tout cela, de tout ce qu'il a payé comme taxe. Alors, Zana Sadio, c'est là aussi toute la complication de la question des taxes dans nos pays. On veut payer les taxes quand on voit l'utilité de ces taxes-là. Voilà. Les gens ont parfois l'impression qu'on collecte, mais avec beaucoup de rues, il n'y a pas d'électrification publique. Vous allez à des endroits, l'accès est très difficile. On a l'impression que chaque citoyen se débrouille pour vivre, mais l'État vient soutirer du peu qu'il a finalement. Oui, vous avez totalement raison. C'est le sentiment qui existe parfois. Mais je crois que le format et la destination de cette taxe d'habitation permet de balayer de revers cet argument. Parce que cette fois-ci, la distinction, c'est que ce n'est plus l'État central à qui revient ces fonds. Ces fonds vont maintenant aux collectivités, aux communes. Les communes qui ont mandat, qui ont été élus et qui portent aujourd'hui une grande partie des projets de développement, c'est-à-dire de leur territoire, c'est à eux. Vous comprenez? Donc, puisque la décentralisation, et justement, c'est pour cette raison fondamentale qu'en 2016, le projet n'a pas pu aboutir. Maintenant, nous avons des entités territoriales, des entités décentralisées qui, fréquemment, sont tenues de rendre compte de ce qu'ils font, de leurs fonds. Voilà, c'est-à-dire ça se fait fréquemment. Et donc, moi, je pense que cet argument-là ne sera plus valable. Au moins, on serait sûr que par semestre, sinon par an, chaque commune est tenue de rendre compte à leur administré. Voici ce que nous avons collecté comme taxe d'habitation. Voici l'usage que nous en avons fait. Donc, l'État, comme administration centrale, n'est plus tenu de rendre compte de comment va être dépensée cette taxe d'habitation. Maintenant, sur le plan de la mise en œuvre, il faut aussi dire que tout est prévu, c'est-à-dire tel que c'est décrit aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de décision ministérielle pour que cela soit implémenté. J'ai bien lu, l'OTR, c'est une structure c'est une office, ça veut dire que ça a son autonomie de gestion. Donc ce n'est pas un arrêté ministériel qui va définir. Un arrêté doit nécessairement définir. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, moi, le hic, c'est au niveau des exonérations. Oui. Parce que lorsque vous voyez les fourchettes de taxation, vous verrez que plus l'immeuble est imposant, plus les montants. Maintenant, on nous dit que, et c'est là que je voulais parler du bémol, on nous dit que ceux qui ont plus de les retraités, je suis d'accord, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été à jour, parce que eux, c'est un prélèvement automatique sur leur revenu. Oui, j'estime que voilà, ils ont été toujours à jour, ils ont travaillé, voilà, ils sont à la retraite, on peut les exonérer. Mais il y a une discrimination qui ne dit pas son nom, quand on dit au plus de 55 ans. Quel est l'âge en majorité de ceux qui ont les plus grands immeubles de ce pays? Est-ce qu'ils ont 30 ans, 40 ans? C'est là, moi, je dis que c'est perfectible. C'est perfectible. Est-ce que ceux qui ont les grands immeubles, qui ont susceptibles de payer 100 000 de taxes d'habitation et plus, est-ce qu'ils ont
40 ans? Est-ce qu'ils ont 30 ans? C'est juste le bémol que je trouve et j'estime que c'est perfectible. Alors, en fait, si on explique bien la taxe, et comme l'a dit Zana, la destination, ceux qui vont maintenant gérer ces taxes, et qu'on sait que dans chaque collectivité territoriale, les citoyens ont un droit de regard sur la gestion de leurs élus, en fait, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, peut-être à ce niveau. Non, à ce niveau, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, c'est au niveau donc, des populations où trouver l'argent pour payer donc, la taxe. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que je veux dire qu'il y a quelques années, je crois que c'est en 2020 que l'État a octroyé 5 000... Non, ici, c'était quand? Oui, au temps fort de la crise sanitaire. Voilà. C'est Donc, si l'État aujourd'hui, si c'est l'État qui sort aujourd'hui l'argent, ne serait-ce que pour sortir le bas peuple de la misère indicible, demande en 2 ans où est-ce que ce peuple-là trouvera donc de l'argent pour payer la taxe. C'est pourquoi je me dis que du fait de la situation aujourd'hui, je crois qu'on doit encore manager. Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent encore Novici. Ceux qui attendent Novici, c'est à ceux-là vous demandez d'aller payer les taxes. C'est pourquoi je me dis que du fait de la situation, de cette crise-là, qui a véritablement embêté, du moins les petits commerçants et autres, des gens qui ma foi, sont allés donc prêter de l'argent au niveau des microfinances, mais du fait donc de l'état d'urgence et entre-temps des couvre-feux, tout ça, certains n'ont pas pu mieux gérer cela et qu'il faut encore retourner vers ces microfinances-là, sachant qu'on n'a pas encore soldé ce qu'on avait et tout. Donc c'est pourquoi moi je dis que du fait donc de la situation, on peut encore prendre cette période-là, ne serait-ce que pour mieux faire la sensibilisation, sensibiliser donc les Togolais, parce qu'il y a bon nombre qui découvrent aujourd'hui que c'est les communes, ces taxes-là seront reversées aux communes. Peut-être qu'au moment où nous parlons, c'est du fait donc, de ce plateau-là que certains ont compris que c'est maintenant les communes qui vont gérer, c'est à ces communes-là qu'on va reverser les taxes. Ouais, c'est pourquoi je me dis qu'il faut véritablement qu'on puisse prendre cette période-là de la pandémie pour sensibiliser les Togolais, et quand peut-être que peut-être dans quelques mois, on va sortir un peu progressivement donc, de la crise pandémique et que, pourquoi pas, peut-être l'année prochaine, et commencer donc à percevoir cette taxe-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que Zana n'est pas totalement convaincu. C'est vrai, l'OTR a dit que, oui, c'est décidé, ce sera donc endossé donc, à la facture de l'électricité. Mais il faut un arrêté pour définir quand cela va commencer et les contours. Et les contours. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis que on a encore quelques temps, on peut se servir donc de cette période-là pour la sensibilisation. Et si cela ne tenait qu'à moi seul, je veux véritablement qu'on puisse peut-être reporter et cette tasse-là, peut-être l'année prochaine, pour qu'on puisse mieux expliquer donc la situation au Togolais. Comme ça, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Peut-être l'année prochaine pour le paiement des taxes. Alors d'accord, on comprend donc l'utilité de la taxe d'habitation. J'ai encore envie de mieux comprendre l'expérience au niveau des États-Unis. Est-ce que c'est des taxes payées directement ou bien c'est adossé, je ne sais pas moi, à une facture donnée? Oui. Pardon. Au fait, les taxes, le système est tellement bien fait que quel que soit ce que vous faites comme travail, on vous prélève directement. Donc, prélèvement à la source. Oui. C'est-à-dire, dès que vous avez ce que nous appelons le paycheck, vous avez les différentes taxes que vous payez, que ce soit à l'État ou bien à la communauté. Et directement, vous allez voir tous les détails avec le pourcentage que vous payez, le montant et combien vous payez. Et au fur et à mesure, chaque fin du mois, et si vous avez votre paycheck tous les 2 semaines, vous allez voir cela s'accumuler. Jusqu'à la fin de l'année, vous savez combien vous avez eu à payer comme taxe. Si c'est d'autres, ils prennent leur salaire chaque semaine, d'autres 2 semaines, d'autres par mois.
Donc, c'est comme ça, vous payez. Et vous voyez déjà ce qu'on enlève pour l'école, pour tout est clair, c'est comme ça, vous payez. Et bon, c'est différent maintenant des taxes que vous payez sur les denrées alimentaires, les dépenses de tous les jours. Ouais, c'est comme ça. Comme la TVA ici. Comme la TVA ici, en fait. Donc, on voit, là où je vais en venir avec cette question, prélèvement à la source, là-bas, ici, l'option est différente, on va sur les factures. Mais vous connaissez la réalité des factures d'électricité dans nos pays. Vous avez une concession qui a peut-être 10, 12 maisons, on a un seul compteur. Tout ça, est-ce que ça ne va pas compliquer la tâche ailleurs? Vous avez des gens qui ont un compteur, mais ce n'est pas à leur nom. C'est au nom, parce que lui n'a pas le cas d'identité, il ne pouvait pas, c'est au nom d'une autre personne. Est-ce que l'État a toute la maîtrise des habitations? Et pour acheter cela, peut-être qu'avant que Zardan ne puisse intervenir, il y a quand même certains propriétaires qui vendent donc le kilowattheure donc au locataire. C'est lui qui décide. Bon, peut-être je te le fais à 200, à 300, c'est lui qui décide. Tout cela, comment est-ce que cela va se gérer? Oui, en fait, le système qu'il a décrit, c'est les deux systèmes. Il y a deux systèmes qui existent, c'est-à-dire le système déclaratif, c'est ce qui existe en France, c'est-à-dire c'est vous qui déclarez vos revenus et sur la base de cette déclaration-là, voilà, on vous dit. Maintenant, l'autre système, c'est le prélèvement à la source. Maintenant, si on veut juger de la pertinence, soit du système déclaratif en France et du prélèvement à la source aux États-Unis, il faut revenir à la réalité de nos pays. Est-ce que nous avons une économie structurée où on sait les activités que mènent les agents économiques? Je dis non. Nous avons un grand pourcentage d'activités qui sont dans les formels, donc ce n'est pas formalisé. Donc le système de déclaration ne peut pas marcher. Donc voilà. Donc c'est pourquoi on a instauré cela. Il faut se rappeler que le système déclaratif allait être implémenté en 2018, parce que qu'est-ce que l'OTR avait dit en cette période? Il avait dit que cela se ferait en 2 temps. Une moitié devait être payée du 1er janvier au 15 et l'autre du 1er juillet au 15 juillet. Et il fallait que chacun aille retirer une fiche auprès, je ne sais pas, des divisions de l'OTR qui sont dans les quartiers pour faire cela. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est là, bon, et la réflexion a été poussée. On sait qu'aujourd'hui, au moins, chaque habitation fait l'effort d'avoir accès à l'électricité. Donc, je crois que c'est là où l'idée est venue de prendre plutôt la taxe par là, parce que si c'est vrai qu'on n'est pas sûr d'avoir les 100% des citoyens, on est sûr d'avoir la grande majorité. Maintenant, va être question maintenant de ceux qui utilisent les sources d'énergie, l'électricité autonome. Et c'est là, l'OTR prévoit que ceux qui utilisent des sources comme l'énergie solaire puissent, eux, aller vers le système déclaratif. Donc, on peut dire que c'est un système mixte, le prélèvement à la source sur la facture directement pour ceux qui utilisent l'électricité, les sources d'énergie officielles, et le système déclaratif pour ceux qui ont des sources d'énergie autonomes. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Sylvestre, il y a aussi une crainte, parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, les maisonniers, ils vont entendre qu'avant, je vais être soumis à une taxe d'habitation, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on majore un peu les loyers et tout? Non, je crois que l'État a aussi anticipé cela en plafonnant aujourd'hui, donc au niveau des loyers. Je crois que je n'ai plus la formule en tête où on dit 3 mois de loyer, 3 mois de caution et tout ça. Mais sauf que c'est pas encore rentré en vigueur. Justement, sauf que tout ça là dans la réalité, comment est-ce qu'on pourra du moins apprécier cela donc c'est pourquoi je me dis que pour l'instant, ce sera un peu compliqué au début. C'est vrai, cette taxe se payait par les sociétés à l'époque, mais aujourd'hui, l'OTR veut quand même, en voulant élargir l'assiette fiscale, on veut aujourd'hui aller aussi vers les ménages pour que cela puisse permettre à ce qu'ils aient plus donc, de fonds pour le pays et justement pour les communes. Maintenant, voilà, c'est pourquoi je me dis qu'il faut un temps fou. Moi, j'étais sur une radio il y a quelques jours, le mercredi dernier, où les gens me posaient tellement de questions à un moment donné. J'ai demandé donc à l'animateur d'inviter donc un expert de l'ETR, parce que les Togolais veulent comprendre. Voyez-vous, les Togolais veulent comprendre. Il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait quand même qu'on prenne le temps. Rien ne nous pose, encore qu'il y a quand même cette Covid-là, rien ne nous pose, prenons quand même cette période-là pour mieux sensibiliser les Togolais
et expliquer de fond comment est-ce que tout cela va se faire. Je crois que si les gens comprennent le fond de la chose et l'importance, le bien fondé donc de cette taxe-là, ils vont commencer à le payer parce que lorsque vous sillonnez un peu au niveau de la capitale, vous verrez que les communes commencent déjà à faire quelque chose qui véritablement saute aux yeux. Bon, c'est pas pour faire des jaloux. Je suis allé dans la commune Godefroy la dernière fois, vous prenez le rond-point au coin Trésor, il y a un carrefour là où ils ont mis un système avec l'eau qui jaillit et tout ça. La nuit, vous passez là avec des jeux de lumière, c'est beau. Mais ça ne change rien. Le citoyen togolais qui voit ça peut se dire que oui, il y a des choses qui commencent à se faire. Voyez-vous? C'est pour regarder l'état des ruelles dans les quartiers. Justement, peut-être que ça va venir. Je me dis qu'au moins ces sillons-là peuvent... Si on passe par la colombe de la paix, on va se dire le Togo est un pays développé. Voilà, donc je me dis que ces sillons-là peuvent peut-être commencer à donner quelques idées aux Togolais pour vous dire, bon, au moins les communes, eux, commencent à faire quelque chose, voyez-vous. Donc il faudrait quand même prendre ce temps de leur expliquer. Et je me dis que ça va rentrer dans les mœurs. Et puis bon, ce sera bien fait. Mais pour l'heure, je reviens là-dessus. Le Togolais était le coût de la vie. La vie est tellement chère aujourd'hui qu'il ne faut pas en rajouter tout de suite. Un risque donc de faire encore des mécontents. Quelqu'un qui paie la taxe et véritablement cela ne vient pas donc du fond de son cœur, vous verrez que les gens vont commencer à faire des fraudes parce qu'on n'est pas pour ce qui se fait. Donc sensibilisons et puis ça prendra. Bertrand Schneider, quand on paye ces taxes dans votre système, qu'est-ce qu'on est en droit, celui qui paye régulièrement ces taxes, qu'est-ce qu'il est en droit d'exiger de l'État, de sa commune? Par rapport à tout ce que j'ai déjà eu à observer, d'abord je voudrais rectifier quelque chose. Et aux États-Unis, il y a aussi Le système déclaratif. le système déclaratif. Ok. C'est pour ceux-là on appelle ça indépendant contractor. C'est-à-dire ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Et Comme ils ceux ont- qui sont dans l'informel dans ici, par l'informel exemple. ici, voilà, comme vous l'avez bien dit, et ils sont obligés de déclarer à la fin de l'année ce qu'ils ont eu comme recettes, ce qu'ils ont dépensé, et Soit on le calcule en la forfait. RS le calcule quelque chose pour pouvoir faire les taxes à la fin de l'année. Il y a ça aussi. Donc, pour revenir, au fait, par rapport à ce que j'ai déjà vu, vous savez, je ne sais pas si on lui a comparé les États-Unis à notre cher pays, le Togo, par rapport à vraiment l'état d'avancée. Quelqu'un dirait que c'est hasardeux de vouloir comparer les États-Unis au Togo. Dans ce qu'ils appellent communauté, mais elle est très forte aux États-Unis. Et quand c'est les communautés même qui font bouger les choses. C'est sacré là-bas. Et les gens vont jusqu'à se donner même à la communauté. Ouais, les gens adorent travailler pour leur communauté. Et c'est pourquoi je disais que là-bas, tu ne peux pas prendre les taxes des gens et t'amuser avec. Oui. Le lendemain, tu vas voir, même si c'est 15 personnes qui débarquent à la mairie pour commencer par faire des tapages, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. C'est vrai que ce n'est pas un pays où vous allez voir les fonctionnaires gréver. Non, ils ne connaissent pas ça là-bas. Là-bas, c'est comment on appelle ça, le capitalisme à outrance. Donc, c'est très difficile de voir ça. Mais la population est Il n'y a très pas de exigeante. SMIC là-bas. Oui, la population est très, 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 très exigeante. Et quand vous prélevez les taxes, vous devez vraiment forcément faire ce que vous avez dit aux gens que vous allez faire. Par exemple, tout dernièrement, on devait construire, on appelle ça un jardin public, voilà, dans un petit quartier non loin de mon quartier. Et on a mis les choses et ça n'avançait pas. Et un matin, les riverains, tout le monde s'est levé. Et le lendemain, rapidement, les choses ont évolué. Et parce qu'ils ne s'amusent pas là-bas. Quand vous le dites, ça me rappelle un peu la route de Ségbé. Continuez. Les terrains de basket Ouais. dans le quartier, c'est d'office.
Les terrains de golf, Golf, ouais. c'est d'office. Les piscines, c'est pas quartier. Ok. Ici, c'est un luxe. Hein. Oui, c'est pas quartier. Non, c'est pas un luxe, en fait, c'est ça. Ici, Parce que quand il fait chaud, attention. C'est les inconvénients de la centralisation du pouvoir. Quand il fait chaud, aux États-Unis, des fois, c'est pire qu'ici. Hein. Oui, la canicule. Oui, c'est grave. Donc, dans tous les quartiers, bon, dans la ville où je suis, dans tous les quartiers, il y a toutes ces infrastructures qui sont mises en place. Ça veut dire que ça ne badine pas. Et chaque fois, vous avez des publicités à la télé, vous avez des gens qui viennent parler à la population. Quand il y a un projet, c'est de porte à porte. Vous allez voir le maire faire du porte à porte. Le maire de votre ville. Parler aux gens, aller au contact, expliquer ce qu'ils veulent faire, le bien fondé de la chose. Donc c'est pourquoi je disais on a vu Jean-Pierre Favre dans les rues de Badago. Hein. Non, je crois que c'est juste pour expliquer son action. C'est le jour et la nuit. Et la nuit, quoi. Ouais, je juste pour crois conclure. je crois que Bertrand vient de dire quelque chose de très important. Hein, imaginez peut-être un maire qui va au contact donc, de la population et qui explique que voilà. Hier, vous aurez l'exemple de Jean-Pierre Fabre. Pas seulement, il y a même le maire de Golf 7. Moi, quand il y a eu des constructions détruites, il est allé sur le terrain. Voilà. Vous avez vu quand on a lancé la construction de la route de Ségbé, le maire de Golf 7 est sorti. Il y a des exemples qu'on peut multiplier. S'il y a ces contacts-là, ça rassure la population. Vous voyez, c'est le maire, peut-être qu'avec la taxe sur habitation dont nous parlons, imaginez un maire qui vient, qui sillonne, qui dit voilà, vous aurez appris peut-être par les médias que l'ODA va commencer à percevoir ces tasses-là et que ce sera sur vos factures. Oui, d'accord, mais ce sera reversé donc à la commune. Et à la commune, voilà le projet que nous avons pour la ville. Vous voyez, si ces contacts-là, ça peut véritablement faire booster donc les choses et que les gens adhèrent rapidement au projet. Voilà pourquoi je dis que il faut encore de la pédagogie, il faut encore de la sensibilisation avant donc de déclencher quand même ce paiement. Voilà. Est-ce qu'on peut passer dans notre contexte au prélèvement, comme on le dit? Oui, on le fait directement sur les factures d'électricité, mais est-ce qu'on peut y passer sans connaître véritablement la situation des logements? Oui, c'est là où la question, ou bien le débat devient très intéressant. Et si on est dans cette logique, il ne faut pas dissocier ça du plafonnement des loyers et de la caution. Parce que dans son application, les contrats vont passer par où? Oui. Par les mairies. C'est là où les mairies auront une parfaite cartographie des logements de leur ressort territorial. Et la cartographie se fait déjà. Voilà. Donc c'est bien pensé. C'est introduit en même temps, on introduit le plafonnement. Donc l'idée derrière, c'est que, voilà, ces mairies, lorsqu'ils vont avoir un regard sur, comment on appelle, ces contrats de bail, naturellement, ils auront une idée précise que tel logement a tel nombre de pièces, tel nombre, etc. Donc, ils savent que voici ce qui est dû par cette construction, par ce ménage en fin d'année. Donc, je crois que c'est bien. C'est vrai qu'au début, il y aura des couacs, mais si on y reste 1 année, 2 années, 3 années, je crois que tout est perfectible. Hein. Donc, au fur et à mesure, il y aura un apprentissage par la pratique. Et donc, on aura, d'ici quelques années, quelque chose de très parfait. Ce qui est sûr, il y aura des imperfections, mais au bout du compte, avec comment on appelle, l'identification biométrique des agents, tout ça là. Mais si vous n'êtes pas identifié, autant vous ne pourrez pas bénéficier des prestations sociales. Je suis en train de penser à l'assurance maladie universelle pour tous. Voilà, donc c'est des choses qui sont bien pensées. Donc il y a des étapes. Quand ces étapes ne seront pas abouties, bon, on va souffrir de quelques couacs, de quelques imperfections. Mais moi, je suis confiant qu'au bout du terme, lorsqu'on voit la globalité des projets qui sont menés, aussi bien à l'échelle de l'administration centrale du gouvernement, aussi bien dans les collectivités territoriales, il y a des craintes qui seront dissipées au fur et à mesure. Mais bien entendu, il faudrait, et c'est bien précisé dans la loi sur la décentralisation et les libertés locales, les citoyens ont un droit de regard. Donc il va falloir que chacun puisse être en mesure de demander des comptes au niveau des mairies. Voilà, voici ce que vous avez annoncé. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il y a même des structures qui sont civiles, des citoyens, des structures qui regroupent des citoyens qui ont le droit de demander des comptes. Comment on appelle alors les élus municipaux? Alors, la question qu'on a
qu'on a posées sur ce sujet. Est-ce que l'addition aussi ne devient pas salée? Vous savez tous très bien ce qu'on appelle l'addition. Quand vous allez manger, on dit, vous avez pris ça, vous avez pris ça, vous avez pris ça, vous avez pris ça. Et puis à la fin, vous voyez la facture qui gonfle. Quand on fait l'inventaire des taxes, je sais que le président lui-même, il en est conscient parce que son discours de 2019 a encore circulé ces temps-ci où on me dit, nous sommes dans un mandat social, mais vous avez augmenté ceci, vous avez augmenté cela. Finalement, c'est ça aussi la grande question. Tout augmente, sauf le salaire. Oui. Sylvestre Béni. Oui, je crois que je l'ai effleuré, je le disais tout à l'heure, tout augmente. Mais depuis, bon, j'ai parlé tout à l'heure du SMIC, du SMIC qui est là et qui a refusé d'évoluer, qui a refusé d'évoluer depuis des années. Et donc, vous conviendrez avec moi que le salaire, hormis quelques primes d'ancienneté, primes, tout ça, donc le salaire de base restera... Parfois jugé inconstitutionnel. Restera inchangé. Non, je ne veux pas aller quand même sur ce terrain. Donc, le salaire de base reste inchangé. Et heureusement que lorsque nous prenons la taxe sur l'habitation, les retraités ne paieront pas cela. Parce que eux, quand ils partent, il n'y aura plus de prime. Ils n'auront que le salaire de base. Vous voyez, donc, heureusement qu'eux, ils sont exonérés. Maintenant, oui, l'addition risque donc d'être salée. L'addition risque d'être... Parce que tout augmente. Hein. Vous pouvez peut-être... Je rappelle que c'est même en pleine pandémie que... il y a quand même eu la taxe sur les véhicules à moteur ou de 0 francs. Les gens sont obligés donc de payer. Donc, vous avez vu que les gens ont un peu rouspété. Mais bon, oui, le Togolais qui ma foi, est aussi docile que, bon, finalement, ils ont fini par... ils ont fini par capituler. Je ne vois pas d'être docile sur ce plateau. Hein. Donc, ils ont fini par capituler. Donc, on verra peut-être qu'on se dit, oui, on va commencer. Peut-être que les gens vont prendre quand même le train en marche. Mais l'idéal, c'est d'amener la personne à intégrer ce que vous lui demandez de faire. S'il intègre, je me dis que il donnera avec fierté. Hein? Mais si ce n'est pas le cas, je me dis, vous verrez qu'un beau matin, on présentera peut-être 2 personnes à la télé pour dire qu'ils ont fraudé. Parce qu'il y a tout ça. Oui, parce que les gens, il n'y a pas quand même l'amour, hein? Il n'y a pas le cœur au métier, il n'y a pas cette envie-là de donner, donc ils vont vouloir frauder. Donc prenons, sensibilisons et tout. L'addition sera salée et pensons également à augmenter le SMIC. Peut-être le Bénin a augmenté le salaire en début d'année. Oui, le Ghana, je pense. Le Ghana, oui. Donc, du fait, il faudrait quand même que le Togo... Ils ont annulé les péages. Ils ont même annulé les péages, vous voyez. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse penser à rehausser un peu le salaire parce que aujourd'hui les choses deviennent encore beaucoup plus chères. Or, le salaire est statique. Vous voyez. C'est ça la grande question dans le contexte togolais parce que moi j'ai échangé avec un Congolais il y a quelques mois qui me dit ce que je regrette au Togo, c'est les bas salaires. C'est trop bas. Mais finalement, vous avez une TVM qui est là, vous avez les droits de passage au péage qui ont été augmentés, vous avez les prix des denrées aujourd'hui, quand vous les prenez, c'est toutes les femmes qui vont au marché. Je sais que les hommes ici, on est tous mariés et on sait que chaque fois que madame revient, il y a 500 francs, il y a 1000 francs qui s'est ajouté à ceci. Des taxes se créent, mais le niveau de vie ne s'améliore pas. Oui. Je ne sais pas quelle a été la dernière fois que le salaire togolais a été augmenté. Ouais. Le chef de l'État, je crois que c'est 1 année, 2 années, il a annoncé la révision des indices, non? Oui. Est-ce que ça a été mis en pratique? Je ne sais pas. Encore que ça, c'est dans le public. Ça, c'est dans le public. Vous venez maintenant dans le privé, c'est une autre réalité. Voilà. Et figurez-vous, il y a des gens qui ne payent même pas le SMIC au Togo. Voilà, alors qui doit contrôler à ce que les gens payent le SMIC? Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Quand le frère parlait, il y a une idée qui m'est venue en tête et je pense que je vais y travailler là-dessus pour essayer de créer une association de cette forme-là pour contrôler l'action des maires et des décisions. C'est prévu par la loi. C'est prévu, je ne sais pas. Je crois que c'est le bureau du citoyen. Je ne savais pas. Je viens de... Quand vous étiez en train de parler, j'ai dit, ben tiens, parce que ça existe aux États-Unis, j'ai beaucoup d'amis de quartier américains, je les vois, ils se regroupent, je pense, tous les 2e mardis du mois.
un truc comme ça, pour parler de leur communauté, pour voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui devait faire quoi, qui... Voilà, je ne sais pas si ça pourra marcher ici, mais je pense, comme il a dit, je vais essayer de travailler là-dessus, pour essayer d'approcher aussi les élus locaux et les maires pour voir aussi les difficultés qu'ils ont. Parce que j'ai eu à discuter avec 2 déjà, où il me revenait que l'OTR, effectivement, prend les taxes, mais ne les reverse pas à temps. Ça aussi, c'est un autre problème auquel ils sont confrontés. Donc, alors, lorsque les taxes d'habitation seront pris par l'OTR, quand est-ce qu'on va les reverser? Est-ce que cela va pouvoir se rejaillir dans l'exercice de leurs fonctions? Tout ça, là, c'est des questions qu'il faut se poser, c'est des actions qu'il faut mener. C'est pourquoi je disais aussi que si cette association pouvait être mise en place, elle pouvait aussi travailler dans le même sens pour pouvoir voir si on ne peut pas faire de grands débats avec des syndicalistes sur la table, avec des envoyés du gouvernement par rapport au salaire. Sincèrement, se dire les réalités. Parce que si partout où vous passez, on parle du SMIC togolais qui n'évolue jamais. Oui. Jamais. Je ne sais pas combien d'années cela fait, mais je ne vois pas de débat réel là-dessus. C'est toujours des débats politiques. Or, ça nous tue tous les jours. Oui. Je me rappelle qu'il y a un député, je crois que c'est le Sénat à l'époque, qui avait quand même mis l'idée à ce qu'on puisse faire monter le SMIC à 50 000. Mais je ne sais pas s'il a fait une proposition donc, de loi en ce sens au niveau donc, du il faut que ça, Parlement, en fait, ça fait dans un cadre vraiment... Oui, en fait, moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport au SMIC, je crois vous-même, vous l'avez dit, et moi, je ne trouve pas opportun d'insister sur l'augmentation du SMIC, parce que quel est le pourcentage de la population qui travaille dans l'administration publique? Parce que c'est les structures publiques plus qui respectent. C'est moins d'un J'estime... On a moins de pourcents de fonctionnaires. Voilà, donc c'est-à-dire, je ne vois pas l'opportunité d'insister sur là, parce que cela n'a pas vraiment d'incidence sur la population en général. Oui, mais en même temps, c'est pourquoi que si c'est... Non, Peut-être que si c'est c'est- fixé, par exemple, il a- on est cela n'a obligé aussi vraiment pas. de Ça veut respecter. dire que Voilà, ça peut cela n'a avoir des- vraiment pas dans la peut mesure où avoir des on incidences. connaît le nombre, le pourcentage d'agents qui travaillent dans l'administration publique. C'est pourquoi je me dis, ce n'est pas vraiment opportun de comparer ce que Talon fait au Togo. Parce que nous avons comment on appelle, des initiatives qui ne sont pas forcément comparables lorsqu'on se met dans le long terme. Je prends par exemple les prix des produits pétroliers. Mais si vous voyez l'effort que le Togo fait par rapport au prix de la sous-région, calculons ça en termes de montant et comparons l'incidence. C'est-à-dire, on sait au moins que le prix de l'essence, c'est tout le monde. C'est vous et moi, tous ceux qui prennent les délais de déplacement, qui sont impactés. Zada veut aller Non, sur non, le laissez-moi développer. Laissez-le Non, c'est une comparaison laissez-le y que je aller. fais. Oui. Laissez-moi le faire. Donc, c'est une incidence, par exemple, lorsqu'on subventionne le prix de l'essence, comme c'est fait au Togo, depuis plus de 3 ans, 4 ans, qui est nettement en bas. C'est-à-dire, lorsque vous voyez les prix du Togo, c'est les prix qui sont les plus bas par rapport à la moyenne régionale, à la moyenne sous-régionale. Donc, voyez, nous avons le Togo qui subventionne cela sur le long terme. Depuis plus de 3 ans, nous avons l'augmentation du SMIC qu'on demande et qui n'aura pas vraiment d'incidence. Donc, moi, j'estime que comparaison n'est pas forcément raison. Oui, Oui, mais comment on améliore le pouvoir d'achat alors? bon, le pouvoir. Moi, dans la situation d'un pays sous-développé que nous sommes, où la plupart des activités sont dans l'informel, je crois que c'est des mesures sociales, c'est-à-dire qui permettent à tout le monde de bénéficier, parce que les gens ne sont pas officiellement déclarés pour bénéficier des mesures officielles. Rappelez-vous des critiques qu'on a apportées au, comment on appelle, statistique du business. On dit non, ça c'est pour les grandes entreprises. Donc moi j'estime qu'il faut plus se concentrer sur le cadre général. C'est-à-dire qu'il faut légiférer pour que chacun puisse trouver du sien dans l'activité qu'il fait et non se concentrer sur, par exemple, un secteur, les agents publics qui ne sont qu'une infime partie de la population. Oui. Donc moi, j'estime que c'est plutôt le cadre général des affaires. Quelqu'un qui veut entreprendre dans tel domaine, il ne faut pas qu'il y ait des barrières officielles qui sont érigées. Il faut plutôt faciliter l'initiative privée, puisque plus de gens sont dans l'informel. Je prends par exemple le cas du Maroc. Mais lorsque vous êtes une PME, vous êtes une entreprise, mais vous avez 3 ans, si je ne m'abuse pas, 3 ans où vous ne payez pas d'impôts. Vous êtes exonéré. Vous êtes exonéré.
Et cela est avantageux parce que quoi? Cela vous permet d'abord d'avoir une idée sur vos activités, ça vous permet d'avoir le temps pour avoir une assise suffisante pour commencer par payer au bout de la 3e année. C'est ces mesures d'ordre général que moi j'aimerais qu'on mette en place pour que chacun puisse se retrouver. D'accord, c'est compris. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Zana.